On m'a placé près du buffet, non pas à une vraie table, mais à l'une de ces tables de fortune, aux pieds inégaux, avec des chaises pliantes en plastique, coincées entre le stand des desserts et les portes battantes de la cuisine. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je le savais déjà. C'était le 70e anniversaire de mon père. Le grand docteur Henry Keane, professeur émérite d'éthique politique, orateur principal, à tous les galas de départ à la retraite au nord de Boston. Et l'homme qui m'a dit un jour « On ne bâtit pas un héritage avec des écrans, on le bâtit avec des politiques ». Il était maintenant assis à la table d'honneur, souriant, comme s'il avait sculpté la perfection depuis le ventre maternel. Et d'une certaine manière, peut-être que c'était le cas. Mon frère Nolan, le chirurgien cardiaque de Yale, venait de terminer un toast qui incluait l'expression « excellence générationnelle ». Ma sœur Jenna, professeure titulaire de droit constitutionnel à Stanford, épongeait ses larmes et tenait son verre de vin comme une diplomate chevronnée. Les applaudissements qui leur étaient destinés étaient chaleureux personnels, le genre d'applaudissements que l'on mérite en suivant toutes les règles et en étant exactement ce que vos parents attendaient de vous. J'ai attrapé le saumon dans mon assiette, le découpant avec un couteau en plastique qui pliait à chaque mouvement. Les bords de la nappe du buffet commençaient à s'enrouler. C'est alors que Nolan s'est tourné vers moi, tenant toujours son verre, et a souri. « Toujours accoudé dans des cafés ?» a-t-il demandé assez fort pour que les tables environnantes l'entendent. Quelques invités ont ricané. Avant que je puisse répondre, maman s'est penchée depuis la table 3, oui, même elle avait une meilleure place que moi, et a dit « Eh bien, nous espérons juste que ta tirelire est bien pleine, ma chérie. La retraite arrive plus vite qu'on ne le pense quand on est à son compte. » Nouveau rire, gentil mais cinglant. J'ai souri, non pas parce que c'était drôle, mais parce que je savais quelque chose qu'aucun d'entre eux ne savait. Le message sécurisé était arrivé 20 minutes plus tôt, vibrant silencieusement dans la doublure de ma pochette. Je l'avais lu entre les discours, juste après l'arrivée du gâteau Red Velvet. L'accord de 2,6 milliards de dollars entre mon entreprise Cura et Athènes Capital venait d'être officiellement conclu. Une partie du capital vendut les termes scellés. Une limousine noire était déjà en route. Je n'ai pas regardé Nolan ni ma mère. J'ai juste jeté un dernier coup d'œil à l'écran de mon téléphone. Confirmation finale reçue. Présidente directrice générale en route. Jet privé d'école dans 43 minutes. J'ai rangé le téléphone, plié ma serviette sur mes genoux et bu une gorgée d'eau. Pas de champagne. Pas encore. Je m'appelle Mallory Keane. J'ai 35 ans. J'ai abandonné le Massachusetts Institute of Technology en 2e année. J'ai créé une application de santé mentale dans mon appartement après qu'une crise de panique m'a laissé incapable de bouger pendant 3 heures. Cette application soutient maintenant plus de 30 millions d'utilisateurs. Ils pensent toujours que j'ai échoué et je les laisse le croire, pour l'instant. Le problème quand on est la créative dans une famille de gens très performants, c'est qu'ils aiment la nouveauté, mais jamais la menace. Quand j'avais 10 ans, j'ai construit un chien robot avec du carton, du fil de fer et une vieille sonnette. Il pouvait aboyer une fois plus ou moins et traîner les pattes si on appuyait juste comme il fallait sur le bouton caché. J'en étais fier. Je me souviens l'avoir traîné dans la salle à manger pendant le dîner du dimanche, l'avoir placé à côté de la chaise de mon père et avoir dit « Regarde ce que j'ai fait ». Il réagit à la voix maintenant. Nolan était déjà en 3e année de préparation à la médecine et venait de disséquer un cœur de porc dans un programme d'été. Jenna réécrivait les fins de Nancy Drew pour qu'elles soient plus plausibles sur le plan juridique. Papa m'a tapoté la tête à glousser et a dit « C'est adorable, ma chérie », avant de se retourner vers Nolan
pour lui poser des questions sur la fibrillation auriculaire. Ce moment ne m'a jamais vraiment quitté. Non pas parce qu'il m'a blessé, du moins pas de la manière dont la douleur s'annonce habituellement, mais parce qu'il a confirmé quelque chose que je soupçonnais déjà. J'étais la charmante, l'excentrique, la voyante. Voyons voir ce qu'elle nous prépare encore. Pas la sérieuse, pas l'avenir. Mes parents n'étaient pas cruels. Ils venaient à chaque pièce de théâtre de l'école, applaudissaient à la fin de chaque exposition scientifique. Mais leurs applaudissements semblaient toujours indulgents, comme s'ils toléraient une phase passagère. Quand j'ai construit mon premier moteur de jeu au lycée, une aventure textuelle avec une logique à embranchement, ils ont dit que c'était mignon. Quand je leur ai dit que je voulais étudier l'informatique, ils ont souri crispement et ont dit « Assure-toi juste d'avoir un plan de secours ». Ce soir, au dîner, en regardant mes frères et sœurs se prélasser sous leurs projecteurs bien orchestrés, j'ai réalisé quelque chose qui aurait dû me piquer, mais qui étrangement ne l'a pas fait. Ils ne m'ont jamais vu parce qu'ils n'ont jamais eu à le faire. Je n'étais pas une déception. J'étais une ombre, facile à enjamber, plus facile encore à oublier. Ils aimaient la version de moi qui ne les mettait pas mal à l'aise, ai-je pensé, en remuant les glaçons dans mon verre d'eau intact. La version qui gardait ses ambitions silencieuses. La version qui n'arrivait pas avec des communiqués de presse, des conférences TED ou des tableurs d'évaluation. La version qui ne demandait jamais plus qu'une chaise pliante et un sourire. Et c'est peut-être pour ça que je ne leur avais jamais parlé de Cura, des nuits passées à coder, malgré les migraines de la recherche, sur les traumatismes des modules de prévention du suicide, du contrat de 200 pages que j'avais signé ce matin. Parce qu'au fond de moi, je savais que le silence était la seule version de moi pour laquelle ils avaient jamais applaudi. Et ce soir, j'avais apporté ce silence avec moi, une dernière fois, jusqu'à l'arrivée de la limousine. À un moment donné, entre le saumon et le tiramisu, la conversation à ma table a dérivé vers moi. Pas directement. Personne n'osait me demander quoi que ce soit de front, mais de la manière dont les gens parlent autour de vous, juste assez fort, pour vous rappeler où est votre place. Un de mes cousins Taylor, qui travaillait maintenant en stratégie d'investissement dans une entreprise que son père avait probablement financée, s'est penché vers la femme à côté de lui et a dit « Est-ce que Malalleri n'avait pas genre une start-up ou un truc du genre ?» Il a plissé les yeux comme si j'étais une question de Trivial Pursuit. Je crois que c'était pour le yoga ou la santé mentale ou... C'était les chiens. La femme, peut-être une nouvelle petite amie issue de sa porte-tambour de rendez-vous pour les fêtes, a eu un rire éclatant. Attends, elle n'a pas abandonné le Massachusetts Institute of Technology. Ma mère, entendant depuis la table voisine, s'est tournée légèrement sur son siège. Si. Mais nous sommes très fiers de son indépendance. Elle a toujours été du genre à essayer de nouvelles choses. Nous espérons juste qu'elle trouvera une situation stable un jour. Elle l'a dit comme une blague. Un rire maternel chaleureux à la fin a adouci le coup. Mais le message était clair, j'étais toujours en train d'essayer, toujours à la dérive, toujours un point d'interrogation. Jenna est alors apparue à mon épaule, tenant une flûte de champagne, à moitié vide. « Mal », a-t-elle dit sa voix aussi polie que d'habitude. « C'est bon de te voir ce soir. Je sais que ces grands événements ne sont pas vraiment ton truc. » J'ai hoché la tête une fois en posant ma fourchette. « Ça va. » Elle a incliné la tête, m'offrant ce sourire d'avocate qui dit tout et rien à la fois. « Tu as toujours été créative », a-t-elle dit en étirant le dernier mot comme s'il était entre guillemets. « Je parle parfois de toi à mes étudiants que c'est bien de prendre des chemins non linéaires. Je n'ai pas suivi un chemin, ai-je dit doucement. J'en ai construit un. » Elle a cligné des yeux. Un éclair de quelque chose
a traversé son visage, pitié, amusement, doute. Je me suis adossé à ma chaise. La créativité est scalable, Jenna. Tu ne l'as juste pas remarqué. Elle n'a pas répondu tout de suite, a juste esquissé un autre sourire poli et a dit « Eh bien, tu es superbe ». Puis elle s'est retournée et a flotté vers les tables principales, sa robe bordeaux captant la lumière de chaque chandelier. Je l'ai regardée disparaître dans l'orbite des applaudissements et des verres de vin. Personne ne m'avait demandé sur quoi je travaillais. Personne ne m'avait demandé où je vivais maintenant. Personne ne se souciait que je n'ai pas parlé de Cura, parce que j'étais trop occupé à signer des contrats et à restructurer des accords de données mondiaux. Mais ils s'en soucieraient bientôt. Je me suis éclipsé par le couloir latéral, près des toilettes, passant devant un porte-manteau fatigué et un vase d'orchidées en plastique qui n'avait pas bougé depuis une décennie. La musique de la salle de bal s'est estompée derrière moi, toujours des standards de jazz, toujours des applaudissements, pour quelqu'un qui n'était pas moi. J'ai sorti mon téléphone en m'adossant au mur tapissé, qui sentait faiblement le nettoyant aux agrumes, et quelque chose de plus ancien, de moins défini. Le message venait d'arriver crypté, une des rares notifications qui déclenchait encore une subtile oppression dans ma poitrine, pas par peur, mais en sachant que les prochaines 24 heures allaient remodeler quelque chose d'important. Votre présence est requise. Le jet décolle dans 47 minutes. Présidente, directrice, générale en route. J'ai fixé l'écran quelques secondes de plus que nécessaire. Puis je l'ai verrouillé et j'ai laissé le silence s'installer. Cura n'était censé être rien de plus qu'un projet parallèle, juste une ébauche d'idées née des suites d'une dépression, pour laquelle je n'avais pas de mots à l'époque. J'avais 24 ans, fraîchement humilié par un investisseur qui m'avait qualifié de fardeau émotionnel et dormant à peine après avoir été évincé de mon propre prototype par quelqu'un que j'avais autrefois aimé. J'ai construit la première version en silence, codée entre des crises de panique et des missions en freelance, conçue entre des rendez-vous chez le thérapeute et des articles de revues scientifiques sur la neuroplasticité mis en favori. Pas de grandes annonces, pas de presse, juste une mise à jour, après l'autre, un module à la fois. Au début, ce n'était qu'un outil de journalisation avec des exercices de respiration. Puis sont venus le suivi de la réponse au traumatisme, l'interface de programmation d'applications pour les données sur le sommeil, l'intégration avec les réseaux cliniques. Et puis le message d'un ancien combattant qui disait que Cura l'avait empêché de faire quelque chose d'irréversible. C'est là que j'ai su que c'était réel. Je ne l'ai jamais dit à ma famille. Pas quand on a atteint 100 000 téléchargements. Pas quand le ministère de la Santé nous a approchés pour un partenariat pilote. Pas quand le troisième géant de l'assurance a signé et que nous avons été discrètement ajoutés au régime d'avantages sociaux des employés fédéraux. Parce que la vérité, c'est que même si je leur avais dit, ils ne l'auraient pas cru. Ils auraient demandé des preuves. Ils auraient demandé qui d'autre l'avait approuvé. Ils auraient voulu savoir si j'avais enfin obtenu le bon diplôme pour qu'on me fasse confiance. Alors je les ai laissés croire que je jouais toujours avec des applications. Une porte s'est ouverte dans le couloir et un serveur est passé avec un plateau de verre de vin vide, hochant poliment la tête. J'ai lissé ma combinaison, vérifié mon reflet dans la vitre d'un distributeur automatique et rangé le téléphone dans ma pochette. 42 minutes. C'est le temps qu'il me restait à passer dans cette fête avant que la limousine d'Adrienne Val ne s'arrête devant. Je n'allais pas dire au revoir, mais je les laisserais me voir partir. Les lumières se sont tamisées juste au moment où le toast final a commencé. Un trio de jazz jouait une douce interprétation de Fly Me to the Moon, et quelqu'un à la table d'honneur a tapé sa fourchette contre un verre.
Mon père s'est levé, ajustant sa cravate, sa voix chaude et assurée, alors qu'il s'adressait à une salle encore pleine d'admiration pour son héritage soigneusement construit. Et à mes 3 enfants, a-t-il dit, chacun remarquable à sa manière. Nolan pour guérir les cœurs Jenna, pour façonner les esprits, et Malaléry. Il a jeté un regard vers le fond, où j'étais assise tranquillement, les mains jointes sur mes genoux, pour sa façon de toujours penser différemment. Quelques rires polis ont suivi le genre de rire que les gens offrent quand ils ne savent pas quoi faire d'autre. J'ai hoché la tête une fois. C'était plus que ce que j'obtenais d'habitude. Puis juste au moment où les applaudissements ont commencé, c'est arrivé. Le son était venu en premier, un moteur grave et indubitablement doux entrant dans l'allée circulaire. Il n'aurait pas dû être audible par-dessus la musique, mais il l'était d'une manière ou d'une autre. Puis vint la légère agitation près des doubles portes vitrées. 2 serveurs se sont arrêtés, ont échangé des regards. La musique a vacillé alors que quelques têtes se tournaient, puis les portes se sont ouvertes. Pas doucement, pas avec cérémonie, juste un clic sec et un courant d'air froid de la nuit s'engouffrant dans la salle de bal. La limousine noire s'est arrêtée au bord du trottoir, propre, silencieuse, assez brillante, pour capter les reflets des lustres comme de l'eau. La portière arrière s'est ouverte et une femme est sortie. Talons gris ardoise, manteau bleu marine, cheveux courts platine comme de l'acier brossé. Pas de bijoux, pas d'hésitation. Adrienne Val, présidente directrice générale d'Athènes Capital, était arrivée. Je n'ai pas bougé. Elle a traversé la foule d'un pas assuré. Pas pressée, pas souriante, juste une présence traçant des lignes nettes à travers des décennies de condescendance. Les gens se sont instinctivement écartés. Un des cousins a baissé son téléphone. Quelqu'un a chuchoté « C'est… » Adrienne s'est arrêtée à 1 mètre de ma chaise. Elle m'a regardé droit dans les yeux. « Madame !» a-t-elle dit sa voix calme, professionnelle, et juste assez forte pour que toute la salle l'entende. « Votre jet est prêt. Nous décollons dans 35 minutes. » La main de ma mère s'est figée en l'air, au-dessus de son verre. Mon père est devenu pâle, toujours debout, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Un verre de vin quelque part à l'avant s'est brisé contre le carrelage. Personne n'a bougé pour le nettoyer. Je me suis levé lentement, la pochette déjà à la main. Je n'ai pas regardé Nolan, ni Jenna, ni personne d'autre. J'ai juste hoché la tête à Adrienne. « Merci », ai-je dit. Et puis j'ai marché dépassant les tables, les appliques scintillantes, le silence stupéfait de gens qui ne m'avaient jamais vu que comme un bouche-trou avec un joli sourire et aucune substance. Dehors, dans la nuit. Laissez-les s'interroger. Laissez-les rejouer chaque mot qu'ils avaient prononcé au cours de la dernière heure. Ils pensaient que j'étais un fantôme. Il s'est avéré que j'étais l'avenir. Les portes se sont refermées derrière moi, avec un clic doux isolant la salle de bal, les années le bruit. À l'intérieur de la limousine, tout était calme, mais intentionnel. Des sièges en cuir sombre, des lumières d'ambiance qui bourdonnaient doucement, un verre d'eau pétillante qui attendait sur la console centrale. Adrienne était assise en face de moi, une tablette sur les genoux, son expression illisible, mais pas froide. Elle a offert un hochement de tête, le genre qui signifie le respect, sans avoir besoin d'explication. Nous nous sommes éloignés du club, lentement, les pneus chuchotant sur l'allée en pierre. Je n'ai pas regardé en arrière. Le téléphone a commencé à vibrer avant que nous ayons passé les grilles. D'abord sont venus les textos, un déluge de bulles grises illuminant mon écran. Nolan. Que diable vient-il de se passer? Cousin Taylor. Yo, c'était toi? C'était dingue. Jenna, premier texto. Tu peux m'appeler Jenna? Deuxième texto. S'il te plaît, maman.
Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai fixé ce dernier message le plus longtemps, non pas parce qu'il me surprenait, mais parce que c'était exactement ce à quoi je m'attendais, une vague culpabilité, enveloppée dans une préoccupation de pure forme. Comme si elle avait manqué une fête d'anniversaire pas disant de tout. Adrienne a levé les yeux de son écran. Nous pouvons publier l'annonce de la fondatrice ce soir si vous voulez, a-t-elle dit d'un ton égal. La presse s'échauffe déjà. Nous contrôlons le récit. J'ai regardé par la fenêtre. Les lumières de la ville défilaient en flou doré et gris. Pas encore, ai-je dit. Elle a attendu, puis a hoché la tête une fois. Compris. J'ai retourné mon téléphone sur le siège. Le silence semblait plus propre que n'importe quelle réponse que j'aurais pu donner. Qu'y avait-il à dire? La dernière fois que je leur ai dit que j'avais quelque chose de réel, un contrat en main, un test bêta, une traction précoce, en direct, ils ont ri. Nolan a dit « Tout le monde crée des applications maintenant ». Jenna a dit « Tu sais que ce n'est pas du vrai capital tant qu'il n'est pas dilué ». Ma mère m'avait tapoté la main et demandé si j'avais besoin de revenir vivre à la maison. C'était il y a 5 ans. Alors non, je ne leur devais pas un communiqué de presse. Je ne leur devais pas un monologue. Adrienne a repris la parole plus doucement cette fois. Vous avez parfaitement joué votre coup. La pause, le sourire, la sortie. Laissez-les rattraper qui vous êtes maintenant. Je l'ai regardé et j'ai souri très légèrement. Ils finiront par comprendre, ai-je dit, un jour ou l'autre. Et s'ils ne le faisaient pas, eh bien de toute façon, je n'avais pas construit Cura pour eux. 3 semaines après la limousine, Nolan a participé à un podcast, une table ronde, sur la technologie de la santé pour les médecins se tournant vers l'innovation. Je n'écoutais pas. Quelqu'un m'a envoyé l'extrait. Il était impeccable, détendu de la manière dont seules les personnes n'ayant rien à perdre le sont habituellement. Malalerie est brillante, a-t-il dit nonchalamment, comme si c'était un fait qu'il avait gardé précieusement depuis toujours. Nous parlions d'idées à l'époque où elle commençait à esquisser l'application. Je suppose que j'ai un peu aidé à encadrer le projet initial. Je l'ai juste poussé dans la bonne direction. J'ai mis la vidéo en pause, fermé l'onglet. Puis ce fut le tour de Jenna. Elle a donné une citation à une newsletter d'anciens élèves, le profil trimestriel de Stanford Law sur les femmes dirigeantes. Ma sœur a toujours eu du potentiel, avait-elle dit. Il fallait juste le bon moment pour que ça se concrétise. Je suis fier. Je l'ai toujours encouragée à prendre de grands risques. De grands risques. Il m'avait regardé me débattre les yeux bandés pendant des années sans jamais me tendre une corde. Alors j'ai ouvert le dossier, non pas par colère, du moins pas la colère bruyante, juste par lucidité. De la même manière qu'on finit par nettoyer un tiroir après avoir fait semblant de ne pas remarquer le désordre. J'ai publié un seul article sur Medium. Pas de titre comme « La vérité », pas de préambule dramatique, juste ceci, je n'étais pas perdu. J'étais juste occupé à construire. Pendant que vous observiez mon silence, je le faisais grandir. Les captures d'écran ont suivi des courriels, des premiers investisseurs providentiels, des itérations de conception. Le code original des horodatages de mon dépôt GitHub. Un mémo vocal d'un mentor de mon 2e accélérateur qui disait « Tu fais ça sans aucun soutien et tu avances quand même plus vite que des équipes financées. » J'ai inclus un courriel de Nolan Court dédaigneux. Les applications comme celle-ci ne durent que si quelqu'un de crédible les représente. Tu n'es pas du milieu clinique mal. Et un message que Jenna m'avait envoyé la veille de ma première grande présentation. Tu devrais attendre. Ne présente pas quelque chose de bâclé. Ça rejaillit sur nous tous. Le lendemain matin, c'était en tendance sur Twitter. Le soir, construire en silence était devenu un fil de discussion,
où d'autres femmes racontaient leurs propres histoires. Quelqu'un m'a contacté en message privé. « Tu viens de nous donner un modèle pour être sous-estimé et finalement s'imposer. » Je n'ai pas répondu. Je ne l'ai pas retweeté. J'ai juste fermé l'onglet et je suis retourné au travail. Laissez-les essayer de réécrire l'histoire maintenant. J'avais les preuves. Le bâtiment était autrefois une bibliothèque fermée. Maintenant, il bourdonne d'une concentration silencieuse, des claviers qui tapotent des bruissements doux d'imprimantes 3D, l'éclat de rire occasionnel lorsqu'une ligne de code fonctionne enfin. Il n'y a pas de plaque à l'entrée, pas de photos sur papier glacé dans le journal local, juste une petite pancarte au-dessus de la porte qui dit « Le Havre ». Je l'ai financé discrètement par le biais d'une société écran à but non lucratif qui a gardé mon nom hors des papiers. Ce n'était pas pour la reconnaissance. C'était pour les filles à qui on n'arrêtait pas de dire que leurs idées étaient mignonnes, leurs ambitions instables, leur chemin incertain. Je connaissais ce terrain mieux que je ne l'aurais voulu. Je passe parfois jamais pour longtemps. Je parcours les couloirs, les regards blottis autour d'ordinateurs portables, empruntés construisant des prototypes aux noms comme Bloom Echo et Pulse Link. Je ne les corrige jamais quand elles ne me reconnaissent pas. Un samedi, alors que je me tenais au fond de la pièce, une fille peut-être de 14 ans, avec des tresses épaisses et un sweat à capuche de la National Aeronautics and Space Administration, a levé les yeux de son écran. Elle a plissé les yeux, s'est penchée vers son amie et a chuchoté quelque chose. Puis elle s'est levée et s'est approchée. « J'ai entendu parler de vous », a-t-elle dit, non pas nerveusement, juste curieusement. « Vous êtes la dame au jet, n'est-ce pas ?» J'ai fait une pause, puis j'ai souri. Quelque chose comme ça. Elle a souri à son tour. Je m'en doutais. Puis elle a montré son écran. Vous voulez voir ce qu'on est en train de construire? Je le voulais. Pendant l'heure qui a suivi, je l'ai écouté expliquer comment son équipe développait une application de suivi de la santé mentale de pair à pair pour les adolescents qui ne faisaient pas confiance aux conseillers de leur école. Sa logique était solide. Sa pensée conceptuelle était affûtée. Elle ne savait pas que 10 ans plus tôt, j'avais écrit la première ligne de code de Cura dans un minuscule appartement en sous-sol, convaincu que personne ne s'en soucierait jamais. Quand je suis parti ce jour-là, je n'ai pas dit au revoir, j'ai juste hoché la tête et je me suis éclipsé par l'arrière, laissant le son de la jeune ambition me suivre comme une musique que l'on n'a pas besoin de diriger. Aucun applaudissement n'a suivi, mais en marchant vers ma voiture, j'ai pensé à cette fille, à sa voix assurée, à la façon dont elle ne demandait pas la permission de construire. Et j'ai réalisé que c'était suffisant. On n'a pas besoin d'applaudissements pour laisser une trace, juste du courage de continuer à être là.